Le président qui s'exprimait dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer au mois de janvier, il a présenté ses priorités. Il veut réformer l'espace Schengen pour mieux protéger les frontières. Il veut aussi la mise en place d'un pilotage politique de Schengen. Le président qui souhaite aussi définir une souveraineté stratégique européenne. Il a annoncé par ailleurs un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne en février à Bruxelles pour refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique. Et puis il a proposé aussi, c'est une idée sur laquelle on va revenir avec nos débatteurs ce soir, un service civique européen de 6 mois ouvert aux moins de 25 ans pour toute l'Europe. Et puis bien sûr, il y a eu des questions sur la politique française et l'échéance présidentielle, sur sa capacité à être en même temps président de l'Union européenne et président en campagne électorale. Il a répondu qu'il allait travailler jusqu'à la fin de son mandat, sans préciser si et quand il serait candidat. Et puis concernant Éric Zemmour, puisqu'une question lui a été posée, le président a eu cette réponse. Il n'appartient pas au président de la République de disqualifier tel ou tel candidat. On va l'écouter dans un instant. Nous sommes avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim, consultant CNews. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir à vous. Alexandre Devecchio du Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et Eugénie Bastier du Figaro également. Allez, un petit tour de table rapidement. Cette intervention, évidemment, elle s'est située sur le plan européen, international, assez peu sur le plan proprement domestique, politique française. Eugénie Bastier, il a eu une vision d'une Europe fédérale, un grand plaidoyer pour une Europe fédérale ? Pas vraiment, mais il a eu en tout cas une vision. On a l'impression qu'il présentait son quinquennat pour l'Union européenne, tant les chantiers qu'il a annoncés étaient immenses et d'une ampleur considérable, puisqu'il a parlé aussi bien de la violence, de lutter contre la violence faite aux femmes, que d'un service civique européen, que de l'Europe de la défense, la maîtrise des flux migratoires. Donc l'ampleur du chantier paraît énorme. Et quand on parle, il a parlé de priorités, mais on se demandait bien quelles étaient les priorités, parce qu'il y a eu beaucoup de priorités. Alors avec ce slogan, relance, puissance, appartenance, il aurait pu ajouter bienveillance, parce que c'est un mot qu'il aime à employer en ce moment. C'est vrai que voilà, ce qui frappe, c'est l'ampleur des chantiers, alors même que être président de l'Union européenne, ce n'est pas la même chose qu'être président de la République, puisqu'on n'a pas du tout toutes les manettes pour pouvoir gouverner. Enfin, c'est un rôle un peu représentatif, mais d'incitation. Oui. Mais il n'est pas le président de l'Europe. Il n'est pas président de l'Europe. Déjà, quand on a du mal à gouverner à son propre pays, la France, on voit bien tous les blocages qui peuvent exister à l'intérieur de l'Union européenne. C'est encore pire. Donc, beaucoup d'ambition pour un mandat qui peut-être va être écourté par la présidentielle, puisque oui, a priori, c'est au mois d'avril. Un petit mot rapide, Alexandre Devecchio, avant qu'on écoute à nouveau le président. Il se sert de l'Europe comme un tremplin pour la présidentielle, en prétendant effectivement réformer à lui tout seul l'Europe, avec quasiment un programme politique de présidentielle, effectivement, sauf qu'ils sont à 27 et que tout ce qu'il a proposé, il va falloir mettre tout le monde d'accord. Et en plus, je pense que voilà, sa vision, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est une Europe fédérale ? Il parle d'Europe souveraine. Donc pour moi, c'est synonyme d'Europe fédérale. Je n'y crois pas du tout. Effectivement, il a une vision. Moi, je crois qu'une Europe puissance, il veut une Europe puissance, ça c'est une bonne chose, mais ça passe par la coopération entre les pays et pas par une nouvelle bureaucratie. Plus encore de bureaucratie européenne qu'on en a pour faire une Europe supranationale. On voit avec Schengen, plus de frontières en Europe, d'accord, mais je crois que ça passera d'abord par les États-nations. Je ne crois pas du tout qu'on puisse faire confiance aujourd'hui à Frontex, par exemple. Quant à la défense européenne, c'est pareil. Ça paraît totalement irénique. Je crois que personne n'ira se faire tuer pour le drapeau américain et que si on veut une Europe de la défense, il faut par exemple renforcer l'armée française. Américain. Comment ? Pour le drapeau américain. J'ai dit américain, c'est un lapsus. Le drapeau européen. Tatiana Renard-Barzac, le tout début de son propos était consacré effectivement à la défense des frontières, à l'espace, encore une fois, Schengen. Ça va être une des clés quand même de cette présidence française de l'Union européenne. Bien sûr, et c'est l'une des clés d'ailleurs de la campagne dans l'Hexagone. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il a commencé par cela. C'est quand même ce qui préoccupe beaucoup aujourd'hui les Français. C'est dans tous les programmes des candidats. La question, en effet, de la réforme de Schengen, la question de cette protection, cette externalisation même des frontières. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Est-ce qu'on continue à externaliser à certains pays comme la Turquie, la question de nos migrations ou pas ? On a vu ce que ça donnait à la frontière de la Pologne et la Biélorussie il y a encore quelques semaines. Donc, bien sûr, c'est normal qu'il commence par cela. On l'a beaucoup aussi pris à défaut sur ce sujet par ailleurs. Après, je trouve en effet qu'il a brossé un tableau extrêmement vaste. C'est vrai que là, je pense qu'il lui faut 5 ans pour
répondre à toutes ces questions parce que c'est vraiment toutes les interrogations et toutes les failles européennes qui ont été là brossées pendant 1 heure. Et en finissant avec cette phrase, c'est beau quand même l'Europe. C'était quand même, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit en effet, on est passé de 2 camps qui s'affrontaient, ceux qui étaient contre l'Europe et ceux qui étaient pour l'Europe, à quelque chose de beaucoup plus nuancé. C'est comme en fait on fait en effet pour remédier au problème d'une défense commune, à une souveraineté aussi commune. Il a évoqué les masques, mais il n'y a pas que cela. La question de la souveraineté industrielle. Beaucoup de candidats, par exemple, parlent du protectionnisme européen. Il l'a évoqué notamment, et avec des choses nouvelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en fait, on a déjà entendu ça, la taxation carbone, etc. Je note d'ailleurs que ça a changé de nom. Hein. On ne parle plus de taxation, mais avec aussi des choses nouvelles. Ce fameux service civique, c'est intéressant. Ça répond pour tous les moins de 25 ans. C'est intéressant parce que ça fait écho au questionnement sur est-ce qu'il faut rétablir un service civique en France. On a beaucoup parlé là pendant la campagne, le début de campagne, du service militaire. On l'a supprimé. Est-ce qu'il faudrait revenir à quelque chose? C'est intéressant, je trouve. Donc ça fait quoi cela? Et puis enfin, vous disiez, il a évoqué une fois, il a répondu à une question sur Zemmour. Moi, pardon, j'ai entendu Zemmour entre les lignes dans beaucoup des propos du président de la République, notamment quand il dit les vents mauvais se lèvent. Oui, voilà, il a beaucoup évoqué et quand encore les vents plus mauvais dans sa se lèvent, conclusion. le rôle de nos institutions est de maintenir notre pays où il est. Entendu. Évidemment. Même s'il a dit qu'il ne répondrait pas à la question de cette candidature. Karim Zerebi, une petite analyse rapide avant qu'on écoute Emmanuel Macron. Je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent sur CNews, nos téléspectateurs et nos auditeurs d'Europe 1, ce qu'est quand même la présidence de la France aussi. Parce qu'on parle de présidence de l'Europe, ça n'est pas la présidence de l'Europe, c'est la présidence du Conseil des 27. L'Union européenne est composée de 3 entités, la Commission, le Parlement et le Conseil. Le président de la République prend la présidence du Conseil des 27 États membres de l'Union européenne. La présidence du Parlement est assurée par ailleurs et le Conseil a aussi un responsable à sa tête. Donc là, je trouve que c'est un programme dithyrambique pour d'abord, une présidence de Conseil, 2, qui va durer 6 mois. En 6 mois, si on arrive à traiter 2-3 sujets... Peut-être moins. Peut-être moins, mais en tout cas... Parce que la présidentielle est au mois d'avril. Partons sur ce delta temps. On traite 2-3 sujets. Faire émerger des sujets structurants pour l'Union européenne et faire en sorte qu'à 27, avec une règle de l'unanimité, une règle de la majorité qualifiée, on arrive à avancer sur du sujet tel Schengen, telle l'Europe de la défense, tel un SMIC européen, refonder les traités. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambition que le président a posée et a portée. Donc il faut être raisonnable. Si on arrive à faire bouger les lignes sur 2-3 sujets, sans que ces sujets soient aboutis, ce sera déjà gigantesque. Or là, le président, il a dressé un catalogue, un programme comme s'il allait présider 6 ans, l'Union européenne avec tous les leviers, le pouvoir d'initiative, le pouvoir législatif, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Emmanuel Macron, parce qu'il a répondu à une question qui lui était soumise par un journaliste sur la candidature d'Éric Zemmour. Écoutez les mots qu'il a choisis pour répondre. Il n'appartient pas au président de la République, quel qu'il soit, de qualifier ou disqualifier un candidat à une élection à venir. C'est au peuple français de décider souverainement. Il y a des règles, elles sont contrôlées par le juge constitutionnel, pour certaines autres plus techniques par le juge administratif, d'autres fois par le juge. Et c'est au peuple souverain de choisir. Donc je ne me dirai pas si ce qu'il convient de penser ou pas. Eugénie Bastier, est-ce que, encore une fois, c'est une réponse un peu indirecte qu'il fait? Il ne veut pas engager la confrontation avec Éric Zemmour, qui pourtant l'a abreuvé de mots, de noms d'oiseaux il y a quelques jours. Bien sûr, alors c'est vrai que la question... L'Union européenne est un peu retournée dans la campagne présidentielle. Ces derniers temps, on l'a vu, beaucoup de candidats de droite ont fait des propositions, notamment pour sortir du carcan du droit européen. Donc c'est une question qui intéresse visiblement le débat public en France, alors que la question européenne avait été un peu mise de côté. On parlait plus vraiment du souverainisme. Et là, c'est vrai qu'on n'est plus dans un débat souverainiste européen, mais quelle Europe? Et avec ces propositions des candidats de droite qui veulent abolir, enfin en tout cas sortir de ce carcan européen, comme l'a fait la Pologne. Et Emmanuel Macron botte un peu en touche cette réponse en essayant de ne pas répondre sur le fond. Sur Éric Zemmour, très précisément, là, on sent qu'il ne veut pas croiser le fer avec lui. Il ne veut pas dire c'est un candidat qui est dangereux pour la France, Alexandre. Il a dit plus ou moins subliminalement un peu plus tard.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend la question. Ce qu'il avait dit, je ne prendrai pas de questions sur la campagne présidentielle, et Éric Zemmour y prend. Moi, je pense que le président de la République était content d'avoir cette question et qu'il veut instaurer une dialectique avec Éric Zemmour, une dialectique qui est celle qui l'a fait gagner face à Marine Le Pen, populiste face aux progressistes, mondialiste face aux progressistes. C'est selon le vocabulaire qu'on voudra employer. Donc après, moi, je pense que c'est un vrai clivage politique. Je pense qu'il le fait pour des raisons tactiques, parce qu'il a davantage peur de Valérie Pécresse, puisqu'elle est donnée vainqueur au second tour. Mais je pense que le réel clivage est celui-ci. Et je pense qu'il a au moins un mérite, je lui accorde celui-ci, Emmanuel Macron, c'est d'être un européiste assumé. À droite, par exemple, je ne sais pas ce que pense Valérie Pécresse sur ce sujet. Je pense que c'est un enjeu fondamental, et je pense qu'elle ne diffère pas beaucoup d'Emmanuel Macron, et qu'elle devrait le dire. Un tout petit mot là-dessus, Taniana Renard-Barzac, sur Éric Zemmour. Je pense que c'est stratégique, c'est-à-dire qu'il l'a bien dit, le rôle de l'État, le rôle des institutions, c'est-à-dire qu'il s'est placé au-dessus de la mêlée. Vous le disiez tout à l'heure à demi-mot, les termes d'Éric Zemmour ce week-end, je reprenais mes notes, sont quand même on n'a jamais entendu un candidat parler ainsi d'un président de la République. Je dis quand même, le gouffre, le néant, un adolescent qui se cherche, un mannequin de plastique, un fantôme, une marionnette de la gauche. C'était quand même extrêmement virulent. Et je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a raison de se placer au-dessus de la mêlée, de ne pas répondre mot pour mot, parce que ça aurait eu l'effet doigt d'honneur. C'est-à-dire qu'on aurait eu l'effet qu'on a eu à Marseille. Éric Zemmour répond un doigt d'honneur par un doigt d'honneur et par une phrase terrible. Et je pense que le président n'a pas à se situer à ce niveau-là. Je pense, moi, qu'il a raison de se placer au-dessus de cette mêlée, et tout en y répondant, parce qu'il dit, voilà, la haine n'a pas de place, la haine doit être combattue, et c'est mon rôle en tant que garant des institutions de préserver cela. Donc, encore une fois, vraiment, il prend de la hauteur, et je pense qu'il a raison à ce moment-là de prendre de la hauteur.